l'Assemblée aujourd'hui en français. Vous pouvez le faire. Federal regulator of patent agents and trademark agents with staff and licensees Donc, living. l'Assemblée générale annuelle du Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce. Donc, on est sur l'île de la Tortue, le Nord, l'Amérique du Nord, un territoire qui a été habité par les peuples autochtones depuis des temps immémoriaux. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis à Ottawa sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. Étant donné que CEPATA réglemente les agents de brevets et les agents de marque agréés, il est important de reconnaître que les concepts de propriété des idées peuvent différer d'une culture à l'autre et que notre système mondial de propriété intellectuelle peut ne pas protéger et promouvoir de manière appropriée d'importantes formes de savoir traditionnel et d'expression culturelle autochtone. Donc, j'aimerais vous énoncer l'ordre du jour et l'ordre de nos procédures pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc, je vais présenter les membres du Conseil et notre haute direction. Par la suite, nous allons vous donner un survol du travail à jour de CEPATA et nous allons présenter le plan stratégique de CEPATA. Nous allons vous donner de l'information par rapport aux objectifs de CEPATA dans les prochaines années. Dans la deuxième partie de la rencontre, nous allons parler de la position des finances du collège. Nous allons offrir une opportunité pour poser des questions à certains moments durant la présentation. Nous savons que plusieurs personnes ont des questions par rapport au règlement, au nouveau règlement de CEPATA et aussi la nouvelle structure de frais. Donc, nous nous assurons de laisser assez de temps pour pouvoir adresser ces questions que vous auriez par rapport au règlement ou la nouvelle structure de coûts ou de frais. Et si nous pouvons dépasser le temps pour mieux répondre à vos questions. Nous allons avoir une réception après l'Assemblée générale et nous vous encourageons tous à y être et à parler à tous nos directeurs et à la haute direction directement si vous avez d'autres questions que vous aimeriez aborder avec nous à ce moment-là. Donc maintenant, j'aimerais présenter le Conseil des directeurs. Donc, le conseil d'administration est compris de la majorité des directeurs du développement économique et une minorité de membres élus par ceux qui ont les licences du collège. Donc, le conseil a 4 administrateurs élus et 5 administrateurs nommés. Donc, je vais vous présenter et vous donner une petite idée de leur contexte et leur formation et je vais demander à chaque directeur de se lever au moment que je les présente. Donc, en ordre alphabétique, nous avons Iris Almida Côté. Iris est une administrative d'entreprise certifiée et PDG d'Innova Connect Inc., qui offre des services de gestion stratégique en matière de leadership exécutif, de gouvernance, de cybersécurité, de gestion des risques, d'investissement durable dans l'environnement, de la société et la gouvernance, ainsi qu'en matière de finance et d'audit. Et la compagnie offre des services à des entreprises, des institutions universitaires et des organisations de peuples autochtones. Elle est actuellement la présidente du comité ministériel d'audit de l'Agence spatiale canadienne. Elle est membre du Citoyenneté et Immigration Canada, du comité d'audit du département. Elle est la directrice d'entreprise Relations publiques sans frontières. Elle est une dirigeante stratégique et agile. Et elle était la PDG de la Société royale du Canada, présidente directeur général de l'Institut canadien de la retraite et des avantages sociaux et présidente et directeur général de la Jeunesse Canada Monde. Célébrée pour ses innovations, Iris a été reconnue à 2 reprises comme faisant partie du top 100 des femmes les plus puissantes du Canada par le Women Executives Network. Merci, Iris. Jeffrey Astle est un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle, un agent de brevet et de marque et un dirigeant d'entreprise avec plus de 30 ans d'expérience. Jeff était le conseil associé général, était avocat général associé pour la propriété intellectuelle pour Pratt & Whitney en 1994 jusqu'à sa retraite en 2021.
Il a supervisé l'équipe juridique de Pratt & Whitney chargée de mettre en œuvre les stratégies et les processus de l'entreprise en matière de propriété intellectuelle, de gérer les portefeuilles de brevets et de marques et les litiges en matière de propriété intellectuelle et de fournir une assistance juridique et commerciale pour les aspects relatifs à la propriété intellectuelle de tous les accords de Pratt & Whitney et des questions juridiques liées à la PI, la propriété intellectuelle et à la technologie. Avant de renoncer à son statut de membre pour exercer les fonctions de directeur prévues par la loi sur le Collège des agents de brevet et des agents de marque, M. Hassel était membre et ancien président de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada. En 2018, Jeff a été élu par ses pairs en 2022 dans les élections du directeur. Alors, merci, Jeff. Amber Batul. Amber Batul est directeur exécutif à la Global Investment Banking à la banque CIBC. Dans ses fonctions précédentes de vice-présidente de technologie du développement durable Canada, elle a dirigé la première stratégie de propriété intellectuelle publiée pour l'organisation. Amber dispose de réseaux étendus dans la communauté de la propriété intellectuelle et a fait des présentations lors de nombreux événements, notamment lors de la conférence de l'Office de la PI du Canada. Amber est membre du comité de gouvernance de la CABAMC depuis 2022. Amber a occupé des postes de direction dans le secteur public et privé. Au Royaume-Uni, elle a travaillé dans le Prime Minister's Strategic Unit, le cabinet Office, l'Office et le cabinet de la Trésorerie pendant la crise financière de 2008. Elle était élue au Conseil par les ministres en 2023. Merci, Amber. Karima Bawa, qui malheureusement ne peut pas être avec nous, est une directrice exécutive pour le Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale. Donc, elle est chargée de recherche. Ses recherches portent sur les questions relatives à la commercialisation de la recherche et du développement universitaire et sur le renforcement des capacités des innovateurs canadiens. Au cours des dernières années, Mme Bawa a participé à diverses initiatives visant à aider les organisations à mieux protéger et exploiter leurs droits de pays. Plus récemment, elle a rejoint le comité technique du Conseil canadien des normes en tant qu'experte représentant les intérêts du Canada pour la prochaine norme de gestion de la PI ISO ou bien ISO 50505. Alors, c'est pour ça que moi, je suis un avocat, pas un comptable. Donc, avant de rejoindre le CIGI, Mme Bawa était directrice juridique et conseillère générale de Research in Motion, qui s'appelle également BlackBerry. Et on m'a dit qu'elle n'a aucune part dans le film récent. Donc, Karima était sur le conseil depuis le début. Elle a été élue par le ministre en 2019 et réélue en 2022. Donc, Brigitte Chan est plus de 20 ans d'expérience en tant qu'agent de marque et avocate, est à la tête du bureau de Bearskin et Parr à Montréal. Elle est titulaire d'un diplôme de droit civil et de common law à l'Université d'Ottawa, a suivi un programme d'été intensif en propriété intellectuelle à l'Université de Victoria avant de rejoindre le cabinet Bearskin et Parr. Elle a reçu l'Ordre du mérite de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa en 2021. Elle a été élue au conseil d'administration en 2022 et sert son premier terme, son premier mandat. Elle est une ancienne membre de EPIC. Merci, Brigitte. Andrew Curier. Andrew est également un avocat dans la propriété intellectuelle. Il est le cofondateur de PCK, propriété intellectuelle. Il a acquis de l'expérience dans l'industrie. Il a été le conseiller, l'avocat général d'une société d'écran plat cotée en bourse, conseiller en propriété intellectuelle d'une start-up de Silicon Valley et ingénieur dans l'industrie automobile. Andrew a exercé en droit pour plusieurs années au sein de 3 cabinets nationaux du Canada. Dans le milieu universitaire, Andrew a été professeur adjoint à l'Université Western de London, où il a enseigné le droit des brevets de 2000 à 2007. Cité par la Cour suprême du Canada, il est également le co-auteur avec Stephen Perry de Canadian Patent Law, 4e édition. Et il a été élu en 2022 et sert son premier mandat. Merci, Andrew. Leonora Hoika. Leonora a plus de 35 ans d'expérience en droit de la propriété intellectuelle, tant en cabinet privé et qu'en entreprise.
Après avoir passé 10 ans chez Redout et Maybe à Toronto, elle a rejoint IBM en 93. Chez IBM Canada, elle a assumé plusieurs fonctions à l'échelle mondiale, notamment la gestion de portefeuille de brevets et de marques et la direction d'équipe chargée des transactions en matière de pays. Par la suite, en tant qu'avocate générale associée chez IBM Corporation à New York, elle a occupé le poste d'avocate en chef des marques d'IBM pendant plus de 10 ans et a dirigé des équipes de droit de la propriété intellectuelle soutenant l'unité commerciale Watson d'IBM qui développe des technologies de IA et de l'équipe mondiale d'IBM pour l'application des brevets à l'octroi des licences. Après avoir pris sa retraite d'IBM en fin 2020, Leonora a travaillé comme consultante en propriété intellectuelle. Leonora était présidente de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada. Elle a été élue en 2022 et elle sert son premier mandat. Ruth McHugh. Donc, Ruth va se lever. Donc, je vais donner le microphone à Ruth, qui est présentement notre co-présidente. Et ensuite, j'aurai quelques commentaires supplémentaires à faire suite à son introduction. Donc, à cette partie de la procédure, Ruth est une comptable professionnelle avec beaucoup d'expérience dans les audits et les vérifications de l'expiration au niveau corporatif et dans d'autres organisations de réglementation et d'intérêt public. Elle a été nommée en 2019 et renommée par le ministre. Comme certains d'entre vous le savez, je suis le premier président du conseil de CABAM qui a été élu en 2019 par le ministre. J'ai été impliquée dans la réglementation professionnelle légale en 2007 lorsque j'ai été le premier. J'ai été élu par le Bench of the Law Society of Ontario, donc le régulateur pour la profession légale en Ontario. J'ai été sur plusieurs comités réglementaires et a fait plusieurs réformes réglementaires avant de faire partie de la société de Tresemont en 2012, qui est le poste le plus élevé, et le président de ce conseil d'administration de 2012 à 2014. De plus, j'étais le représentant du conseil de la Federation of Law Society du Canada pour 5 ans sur le conseil exécutif et en tant que président en 2014 et en 2015. Je suis partenaire fondateur de Conway Litigation, basé ici à Ottawa, et je suis un membre du tribunal de Love Society depuis 2007 et j'ai été le président et le coprésident de ce tribunal pour plusieurs années. Donc, maintenant, un peu plus sur le collège. En créant CABAMC, le gouvernement du Canada a créé un ordre indépendant de réglementation et lui a confié le mandat légal de réglementer les agents de brevets et les agents de marque dans l'intérêt public. Chaque directeur de CABAM, qu'il soit nommé par le ministre ou élu par ses pairs, est très engagé par ce mandat de réglementer la profession de propriété intellectuelle dans l'intérêt du public. De plus, chaque directeur, et je crois que c'est assez évident, amène à la table du conseil une gamme de compétences variées et pertinentes et ça a été crucial pour pouvoir faire promouvoir l'obligation de réglementer la propriété intellectuelle et les professions dans l'intérêt public. Et en étant le président sortant, j'aimerais exprimer ma gratitude profonde et mon appréciation pour l'esprit collégial dans lequel nous avons travaillé. J'ai bien hâte de continuer notre travail sous le leadership de notre nouvelle présidente, Ruth McHugh. En plus d'être un conseil de start-up, un conseil de permanent, le nouveau PDG de CABAM a aussi pris le rôle de Carol Pink en 2023 et Judy est ici à la table. Judah a joint Sepata de LawPro, qui est l'assurance responsabilité de l'Ontario, et a dirigé Practice Pro, donc le programme de la gestion des réclamations. Avant ça, Judah avait le rôle de conseil stratégique à la Société de l'Ontario, où est-ce qu'il a fourni des conseils politiques créatifs, mais pratiques pour adresser des enjeux réglementaires pressants. Donc, je suis d'accord, il a un leadership dynamique au niveau des services de la réglementation et des droits et la combinaison le rend bien placé pour être le réglementaire.
Donc, nous avons Madame aussi qui est la directrice de Cambag et elle a été la première employée à temps plein depuis 2021. Jennifer a presque 13 ans d'expérience dans la réglementation professionnelle. Elle a travaillé avec le Chartered Profession of Accountants Ontario au Collège Dentris dans le domaine de la politique de la réglementation, le développement des programmes et la pratique et la compétence continuelle. Et le conseil de CABAM et l'équipe des PDG, l'équipe exécutive, l'équipe de direction est composée de 5 autres employés. Certains d'entre eux sont ici. Je suis certain que certains d'entre eux sont là en arrière. Donc, en 2022, ça a été la première année d'opération pour le collège après l'entrée en vigueur de la loi CEPATA en juin 2021. Il s'agit d'une année charnière au cours de laquelle des progrès ont été réalisés sur de nombreux fronts. Avant la mise en place de la loi de CEPATA, de la loi de Cambag, le Canada a créé l'Ordre en tant qu'organisme de réglementation indépendant. Il lui a confié le mandat légal de réglementer les agents de brevet et les agents de marque dans l'intérêt du public. Auparavant, les agents de brevet et les agents de marque au Canada étaient, selon les critères actuels, des professionnels non réglementés soumis à une surveillance publique limitée. Donc, dans le cadre de la stratégie d'innovation, le gouvernement du Canada a reconnu que des professionnels de la PI indépendants, compétents et respectueux de l'éthique réglementée dans l'intérêt public n'étaient pas seulement souhaitables, mais nécessaires dans l'écosystème de l'innovation du Canada. Avec la création de CABAM, les professionnels de la PI traversent une période de changement important puisque des normes d'éthique, de compétences et de discipline sont introduites et portées à la connaissance des professions et du public. Donc, CABAM supervise désormais tous les aspects de la réglementation de la profession, y compris la définition des compétences en matière de brevets et de marques, l'élaboration et l'administration d'examens défendables et de conditions d'accès à la profession, la gestion du registre public, la supervision de la formation professionnelle continue, ainsi que l'adoption et l'administration d'un système de plaintes et de mesures disciplinaires. Donc, tout ceci est dans l'intérêt de la profession. Donc, CAMBA régule tous les aspects de la profession. Ils administrent la compétence, ils développent les examens et les critères pour entrer dans la pratique. Ils dirigent le registre public, ils surveillent le développement professionnel continu, administrent aussi un système de plaintes et de mesures disciplinaires. Comme vous le savez, le CABAM a commencé à planifier et à mener des opérations en 2020 au plus fort de la pandémie de COVID-19. Le Collège n'a reçu aucun financement de démarrage de la part du gouvernement et s'est rapidement attelé à la mise en place d'un cadre réglementaire. Les activités initiales de démarrage ont été financées par les directeurs personnellement et finalement par un prêt bancaire qu'on a pu négocier avec la Banque RBC de un peu moins d'1 million de dollars. Le Collège a commencé à fonctionner officiellement en tant que régulateur professionnel en juin 2021. Donc, il a notamment repris toutes les données de l'OPIC, comblé les lacunes en matière de données et migré vers un système de gestion de la réglementation basé sur le cloud. Il a également pris en charge les examens qui se sont déroulés pour la première fois à l'automne 2021. À cette époque, afin d'optimiser les ressources financières limitées et pour de reconnaître la vaste étendue du système, le Collège a décidé de ne pas avoir de bureau physique, mais de fonctionner virtuellement de façon permanente avec des employés travaillant depuis leur domicile. Et ceci a élargi le bassin de talents disponibles à travers le pays, quel que soit l'employé, quelle que soit la localisation de l'employé ou du contracteur. Donc, CAMBAM a embauché 6 personnes à temps plein et des sous-traitants externes afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles. La CABAM a parcouru un long chemin en 2 ans. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, nous avons réalisé des avancées significatives vers notre objectif de faire de l'Ordre un organisme de réglementation professionnelle de premier plan et de proximité. Nous avons introduit un système de responsabilité professionnelle des profils de compétences des agents
sur lesquels se fondent les exigences en matière d'accès à la profession et de maintien des compétences, ainsi que des exigences en matière d'assurance responsabilité professionnelle, entre autres. Tous ces éléments concourent à élever la profession d'agent de brevet et d'agent de marque, à protéger le public et à rendre les services professionnels en matière de propriété intellectuelle plus largement accessibles dans l'économie de l'innovation. En 2022, CEPATA a équilibré les opérations quotidiennes avec des initiatives de démarrage et des projets de grande échelle en veillant toujours à ce que nos efforts restent axés sur l'intérêt public. Et notre rapport annuel complet peut être accès, vous pouvez y avoir accès sur le lien que vous voyez à l'écran. Donc, en tant que jeune régulateur, notre priorité était de mettre en place des systèmes permettant d'atteindre les objectifs réglementaires. Par exemple, nous avons établi des profils de compétences techniques pour les agents en brevet et les agents de marque sur la base de données clés obtenues à partir d'une enquête menée auprès d'une centaine de nos détenteurs de licence. Nous avons introduit de nouvelles normes pour l'assurance responsabilité professionnelle. Nous avons amélioré et administré les examens de qualification pour l'obtention d'une licence en 2022. Nous avons formé les détenteurs de licence à leurs obligations professionnelles et éthiques. Nous avons répondu aux plaintes concernant la conduite des agents. Nous avons entrepris une étude sur les voies d'accès à l'autorisation d'exercer et nous avons apporté des modifications nécessaires à la loi de Cambach et au règlement intérieur de l'ordre. Donc, nous avons fait un sondage à grande échelle auprès de la profession. Donc, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à cette question. Donc, 549 agents de brevets et de marque ont répondu à l'enquête de Cambach en août et en septembre. Les questions portaient sur les données démographiques, les activités professionnelles, les informations sur la pratique, le profil des clients, la formation professionnelle continue, la rémunération et les revenus. Ces données permettent de s'assurer que les initiatives réglementaires de la CABAM s'appuient sur les données concrètes et non sur des informations anecdotiques ou des hypothèses. L'enquête volontaire a connu un taux de participation élevé, fournissant des données solides, statistiquement défendables et représentatives, et constitue une base de référence utile pour la compréhension de la profession. Dans un souci de transparence, nous avons publié sur notre site Web le rapport reçu de nos consultants. Bien que cette enquête offre des points de départ importants, l'obligation pour les détenteurs de licence de fournir un rapport annuel sur des éléments spécifiques serait un moyen plus complet pour la CABAM de collecter les informations nécessaires à une réglementation efficace d'une année sur l'autre. Et ceci est une pratique courante parmi les régulateurs. Nous envisageons de la mettre en œuvre dans les années à venir. CABAM a ajouté une couche de protection publique à la prestation de services en matière de brevets et de marques en veillant à ce que tous les titulaires de licence disposent d'une assurance responsabilité civile professionnelle adéquate d'ici le 31 décembre 2022. L'assurance est un moyen important pour que CABAM puisse préserver l'intérêt public. La loi de CABAM prévoit l'obligation pour les titulaires de licence de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. CABAM a consulté des experts en la matière en 2021 afin d'établir des exigences en matière d'assurance qui tiennent compte des risques élevés réels, y compris ceux liés à la nature mondiale de la pratique de la propriété intellectuelle. En même temps, nous restons sensibles au fait que le chevauchement des coûts d'assurance a un impact sur certains détenteurs de licences qui sont également des avocats. Nous poursuivons nos discussions avec les assureurs des barreaux afin d'aligner nos exigences et de réduire les coûts et la charge pour ceux qui sont également des avocats. Le mandat de CABAM est de protéger ceux qui utilisent les services de brevet et de marque pour adresser de façon appropriée les comportements des personnes qui détiennent des licences et qui offrent ces services. Donc, avec ceci, nous avons établi les fondations pour avoir un processus de responsabilité professionnelle qui a continué jusqu'en 2022. Donc, la CABAM s'assure que les détenteurs de licences ont l'information nécessaire pour se comporter de façon compétente avant de faire une erreur. Nous voulons prévenir les problématiques de façon proactive.
et nous avons axé nos efforts de responsabilité de façon concordante. Nous avons eu plusieurs enquêtes en 2022 et nous avons publié 9 articles d'analyse éthique qui ont été révisés, qui ont été vus 2000 fois sur le site web de CEPATA. Donc, en tant que régulateur, nous devons accepter, enquêter et des fois, nous devons faire escalader les plaintes. En 2022, nous avons eu 12 demandes sur le comportement d'un agent. Les thèmes communs sont autour du conflit d'intérêts, les frais raisonnables, mauvaise qualité de service et des systèmes de gestion inadéquats pour la pratique. 9 d'entre eux ont été résolus par des mécanismes de résolution rapide et 3 ont été renvoyés pour enquête. La CABAM constate une augmentation des préoccupations concernant les agents en 2023. Et au 17 avril de cette année, nous avions déjà reçu 7 demandes de renseignements sur la conduite des agents et 2 plaintes. CABAM tiendra ses premières audiences dans les mois à venir qui seront virtuelles et diffusées en direct sur YouTube. Il est encore trop tôt pour que CABAM puisse évaluer les tendances. Nous ne savons pas encore si les plaintes sont maintenant reçues parce qu'il existe un nouveau mécanisme de plainte, de sorte que les gens se manifestent maintenant, alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas fait auparavant, ou bien si le rythme auquel nous recevons les plaintes sera notre tendance à venir. Nous aurons besoin de plus de temps pour mieux comprendre la nature et la sévérité ou la gravité de ces plaintes. Dans le même temps, compte tenu du nombre de plaintes que nous avons reçues à ce jour et de la nature des plaintes qui doivent être traitées, nous nous attendons à devoir augmenter le financement de nos efforts en matière de plaintes et de discipline en 2024. Nous allons également nous préparer à d'éventuelles poursuites judiciaires longues et coûteuses. Cela inclut la constitution d'une réserve qui couvrirait le coût des litiges importants. Avant de repasser le micro à notre nouvelle présidente Ruth McHugh, j'aimerais vous donner une petite présentation de Ruth. Ruth est une comptable professionnelle. Elle a une désignation FCPA et est une spécialiste dans la gouvernance avec beaucoup d'expérience et une compréhension des environnements réglementaires et de leur impact sur l'écosystème de l'innovation. Elle a tenu plusieurs rôles exécutifs dans les organisations privées et publiques. Elle est maintenant en pratique privée et Ruth a récemment dirigé le Alberta's Legislation Agency Office et elle a occupé le poste dans le secteur de l'auditeur général de l'Alberta. Elle a aussi co-présidé l'Alberta Accountants Unification Agency et à ce titre a joué un rôle de premier plan dans la fusion réussie des titres comptables CA, CMA et CGA pour créer le titre unifié de comptable professionnel agréé, donc CPA. Ses compétences en matière de finance, de gouvernance et de réglementation sont des atouts inestimables pour le conseil d'administration de la CEPATA. Je vous dirais de façon personnelle que Ruth a toujours été très amicale, toujours prête et elle regarde tous les détails de la gouvernance corporative. Son expérience dans les affaires, son expérience professionnelle et en administration seront de grandes valeurs pour le collège maintenant que nous continuons de remplir et de mettre en œuvre la réglementation professionnelle pour ces professions au Canada. Donc maintenant, je cède la parole à Ruth qui vous parlera des activités du collège dans les prochains mois et les prochaines années. Ruth, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Tom, pour ta belle présentation et surtout pour ton leadership depuis son inception, depuis les phases les plus tôt de CEPATA tout au long de ces premières phases. On a été vraiment fortunés de t'avoir à la tête. Merci beaucoup, Tom. Donc, 2023 à date a été une année de croissance rapide pour CEPATA et nous avons fait de grands pas en avant dans plusieurs domaines que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui. Le passage dans une profession réglementée est un processus qui s'accompagne de nouveaux apprentissages et d'ajustements pour les titulaires de licence.
Et pour Kabam, nous avons les nouveaux territoires et les frais, d'autres défis, les opportunités liées au passage de domaine professionnel et réglementé. En 2023, Cabana a travaillé avec le ministère de la Justice du Canada sur les nouveaux règlements qui sont entrés en vigueur le 1er mai. L'augmentation des droits de licence annuels, bien qu'elle ait été le point de mire nombreuses pour personne, est un des éléments les plus importants du nouveau règlement. Les mises à jour réglementent renforcent globalement la capacité des cabanes de réglementer la manière indépendante dans les intérêts du public. Un autre élément porté à être la création d'une licence inactive de classe 4. La licence de catégorie 2, cabane, a été initialement destinée à offrir une option de maintenir la licence aux agents qui n'exerçaient pas de manière temporaire ou permanente. Les données de la récente enquête de Cabane auprès de la licence ont révélé qu'une part importante des licenciés de classe 2 étaient impliqués dans la pratique des brevets ou des marques à titre ou à autre. Plusieurs de ces tâches de pays comportent un risque préjudice pour le public. Depuis le 1er mai, la licence de classe 2 est disponible pour les agents qui souhaitent exercer en tant qu'agent, mais pas présentés et poursuivent devant au PIC. Une nouvelle classe de classe 4 s'adressait aux titulaires de licence inactive. Cette distinction remplit une fonction importante de protection au public. Un autre projet important a été l'adoption du Conseil des profils de compétences techniques pour les agents de brevet et des agents de marque. Avant la création de ces profils, il n'existait pas de consensus clairement établi sur les compétences dont le personnel devait disposer pour offrir ses services efficacement avec ses clients en tant qu'agent de brevet ou d'agent de marque. Le processus de création de ces compétences était solide et Cabane a procédé d'intenses consultations afin de s'assurer que tout s'est bien passé. Nous tenons à remercier EPIC à l'aide de promouvoir l'initiative auprès de ses membres à plusieurs reprises afin d'assurer que Cabane reçoive le commentaire nécessaire par les titulaires de licence. Merci à tous les licenciés qui ont participé pour que Cabane puisse dimensionner les compétences et participer à leur élaboration avec celle du Canada et leurs besoins. Ces profils de compétences techniques continueront à être la pierre angulaire des régimes d'accès aux professions tels que les examens de qualification de formation professionnelle continue. Ils contribuent à informer le public à ce qui peut être atteint d'un titulaire de licence et aideront les agents potentiels à envisager d'exercer cette profession, à comprendre les attentes et les exigences professionnelles de la profession. Pour tous ceux qui souhaitent en avoir plus sur les profils d'EPIC, Cabane ont récemment organisé un webinaire communiqué expliquant les nouvelles compétences dont l'enregistrement est disponible en ligne. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vais maintenant passer le micro à Judas qui va nous parler de l'orientation stratégique de Cabane pour les années à venir. Merci, Ruth. Bon, le cadre stratégique a été élaboré afin qu'il va au comité pour sa considération et l'approbation est demain à son prochaine réunion. C'est une stratégie qui a été élaborée afin de refléter un travail qui a besoin d'être accompli dans les années à venir pour Cabana, pour qu'elle soit régulateur d'une part entière de l'écoute de ses clients. Le cadre est inscrit à l'ordre au jour du conseil d'admission pour l'approbation demain, mais nous voulions donner aux gens l'occasion de le voir à l'avance. Nous allons consulter avec les titulaires de licence et les parties prenantes sur certains éléments individuels afin d'obtenir des informations dont ils auront besoin pour prendre des décisions. Par exemple, en ce qui concerne le développement professionnel continu, nous voudrions connaître le point de vue des titulaires de licence. De quel type de soutien aviez-vous besoin pour maintenir vos compétences à jour? C'est ce que nous allons explorer dans les quelques années à venir et ce sera un de nos projets que nous allons consulter avec les propriétés intellectuelles et les agents et leur communauté pour mieux comprendre et éviter la duplication des efforts. Nous savons qu'il y a des gens qui sont déjà en train d'obtenir l'éducation continue professionnelle déjà. Donc, on veut s'assurer que c'est la bonne touche et pas de créer un niveau de bureaucratie qui ne serait pas utile. Que nous savons que la professionnelle reste courant sur les tendances en pratique. Donc, vous allez voir dans le matériel que si vous êtes intéressé à voir, qui sont vraiment 5 domaines que la planification stratégique est. Si vous regardez les diapos, les 5 domaines, c'est un peu comme avoir les 3 pièces maîtresses à l'intérieur de la sandwich, le pain et le beurre d'une organisation.
inclut l'infrastructure, la conformité et réglementation de GRE et la gouvernance. Et c'est les deux pièces qui tiennent la réglementation ensemble. Donc, comme un point de départ, nous avons du travail à faire pour créer l'infrastructure. On a encore besoin du travail pour une licence annuelle, par exemple, qui va nous donner les données qu'on a besoin pour continuer à être dans l'intérêt public. Ça ne sera pas trop sur nos licenciés, j'en ai aucun doute, mais aussi quelque chose qui va arriver dans la profession pour les types de questions qui pourraient informer nos pratiques et qui seraient bénéfiques aussi pour le public en général. Donc, soyez sûr qu'on va poser la question sur ces pièces. On a donc aussi la conformité qu'on a besoin de continuer à construire et qu'on a besoin d'être prêt à développer pour assurer qu'on a une réponse d'urgence en place, étant donné qu'on est réglementation, une donnée, c'est vital, on a besoin de la protéger. Vous voyez que nous avons aligné dans le plan pour IDEA et les réconciliations autochtones. C'est une partie importante de la contribution du Canada à la propriété intellectuelle, la reconnaissance des droits autochtones et les droits culturels. Et il y a du travail que nous avons besoin de réfléchir et c'est aussi du travail il y a beaucoup de partenaires qui ont fait déjà du beau travail pour inclure I7 et EPIC et qui vont travailler en collaboration pour comprendre en tant que réglementation qu'on devrait considérer pour la gouvernance et les opérations internes, mais aussi en termes de licence et la réglementation, les meilleures pratiques. On va regarder le développement professionnel, les compétences dans les prochains 2 ans. Ça va être un focus primaire et nous savons déjà que les examens sont changés pour refléter les compétences qui ont sorti plus tôt cette année. Et d'ici 2024, nous aurons les nouveaux examens qui vont mettre à l'épreuve ces compétences et qui est un développement. Aussi, nous avons d'autres pièces de compétences qui sont là pour compléter et on va regarder le CBD. En plus, la pièce additionnelle sont les chemins pour la licence. On a déjà commencé ce travail. Nous avons communiqué à propos de ce sujet au début de ce travail, mais il y a des politiques ouvertes que tous réglementaires ont besoin de regarder pour savoir quelles sont les meilleures façons d'enseigner des nouvelles compétences. Maintenant que nous avons une structure en place qui démontre les besoins que nous attendons de voir que les agents de marque vont avoir à acquérir, on pose la question, quelles sont les façons que les gens peuvent les apprendre? Quelles sont les façons qu'on peut instaurer ces valeurs, instaurer ces compétences professionnelles, ces compétences dans le jugement? Comment amener les gens en cours de route? Donc, il y a différents réglementations des agents dans le monde et il y a différentes solutions qui ont été ajustées pour différentes juridictions. Ici, nous avons un modèle qui prédate les compétences. Maintenant que nous avons les compétences et les profils, nous allons regarder est-ce que 2 ans d'apprentissage est le bon effort? Est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on peut mettre des compétences? Donc, on va ouvrir ça. Nous allons regarder, explorer quels sont les chemins qui peuvent être bien pour le futur des marques et les professions de marque. Et on va consulter sur ce sujet. Ce serait une situation on va prendre tranquillement pour avoir la preuve que nous avons besoin basée sur les meilleures pratiques et l'éducation continue et en termes de les compétences et les profils qui ont été établis. Est-ce que nous attendons au niveau moderne les agents et IP, les agents de marque pour pouvoir accomplir? Au niveau professionnel, nous avons le code de conduite et qu'on continue à éduquer sur ce sujet et ce code et d'avoir des commentaires sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. On continue aussi de former les disciplines. Tom en a fait allusion et on a vraiment besoin de faire attention ici, de réaliser ce qui arrive et d'être prêt pour le potentiel des cas complexes. Et malheureusement, à partir du jour 1, on a besoin d'être prêt à avancer si on a un cas important dans les portes et on va devoir construire pour ça et se préparer immédiatement. Aussi, nous allons continuer à soutenir l'évolution constante des privilèges des agents IP, un réglementaire individuel qui reconnaît que les clients, ultimement, ont besoin de partager et de savoir que il y a des secrets professionnels dans certains environnements et qu'on souhaite la bienvenue à l'opportunité de continuer à explorer quel niveau de professionnalisme ou de secret ou de privilège devrait être appliqué
aux professionnels réglementés dans cet espace. Et finalement, les pratiques non, c'est un domaine difficile à toucher, à réglementer, mais c'est un domaine où on ne peut pas s'éloigner. On a déjà reçu de l'information et des plaintes sur des pratiques non autorisées. Nous avons déjà pris certaines mesures pour adresser ces plaintes. Nous nous attendons qu'ils vont continuer à être reçus et nous avons besoin d'être prêts au cas où on a besoin d'utiliser les outils pleinement, l'arsenal d'outils que nous avons de disponibles qui pourrait même inclure d'aller voir qui est une option coûteuse pour les réglementations. Et on a besoin de penser à ça parce que c'est un élément de notre protection publique. Nous avons besoin de rentrer en action aux besoins. Alentour de tout ça, bien sûr, c'est la gouvernance. On a besoin de maintenir la responsabilité fiscale. On a besoin de construire quelque chose, un modèle durable pour le collège qui est bon, qui reconnaît le risque et les opportunités. Et on a besoin de continuer à gouverner dans l'intérêt du public. Et tout ça, notre dédicace pour améliorer nos relations et notre communication avec les parties prenantes, avec le gouvernement et avec les membres du EP écosystème qui ont déjà partagé leurs idées sur quelles innovations sont exigées pour sécuriser les propriétés, les droits pour les innovateurs canadiens. Donc, nous allons avoir plus à discuter demain où le comité va recevoir cette structure stratégique pour son adoption, mais on voulait signaler aux professionnels et ceux qui regardent aujourd'hui et les parties prenantes qu'il y a du travail à faire encore. C'est pas qu'on est complet. Les réglementations la construction est en cours de route et en tant que réglementation, c'est important pour nous de continuer à améliorer les tendances et baser sur la preuve. Et cette preuve nous aide à faire croître les meilleures pratiques. Donc, merci de vous être rejoint à nous aujourd'hui. Ça conclut la première partie, le travail où on se dirige. On vous encourage de venir au micro si vous avez des questions à ce moment-ci. Donc, la question qu'on a reçue d'un participant en ligne, pourquoi est-ce que les plaintes, la plateforme rend publiques les plaintes où une décision finale n'a pas été rendue? Les plaintes peuvent être pas justifiées et pourraient contenir des remarques diffamatoires des âges qui vont endommager la pratique d'un agent. C'est un anonyme en ligne. Donc, c'est une excellente question et c'est un jeu d'équilibre. Et notre action, en fait, nous préclut de nommer les gens dans nos plaintes initiales et le processus initial. On ne publie pas, par exemple, les noms des gens qui ont été assujettis à une plainte. C'est pas à ce point que les gens vont entendre quoi que ce soit. Il n'y a pas de divulgation de noms lorsque le matériel il vient à comité d'investigation. S'il y a une plainte qui n'est pas déjà mis de côté par moi ou le registraire ou dans ma discrétion, si ça va en comité d'investigation et l'investigation ne croit pas que plus d'étapes sont utiles. Il n'y a pas de publication du nom. La publication seulement arrive lorsque la soumission des dossiers qui sont soumis au comité de discipline, qui sont un tribunal qui va entendre le cas. Donc, c'est comme une cour où nous avons adopté le principe ouvert de la cour sur ce point. Les allégations ne sont pas prouvées, mais ils sont publics. Et lorsque la cause passe de l'avant, les individus dans le public peuvent regarder le procès. Et les noms sont pliés à ce moment-là. C'est cohérent avec les réglementations modernes. C'est le point à laquelle d'autres réglementations, d'autres vont publier les noms. Il y a des notices d'application qui généralement sont mis de l'avant et sont publiées et des fois publiées largement en utilisant des infolettes et d'autres matériels, mais c'est généralement compris
que rien a été prouvé jusqu'à ce qu'il y ait une décision qui a été rendue par un comité et possiblement, ultimement, une revue affirmée ou changée de direction par la Cour. C'est là où on commence la publication, mais c'est certainement pas tous les plaintes que nous avons reçues où le nom de quelqu'un va apparaître publiquement. Et c'est seulement là où, dans l'intérêt du public, sont équilibrés, qui vont suggérer qu'on devrait laisser les gens savoir que la plainte avance et qu'on va s'y prendre de cette façon. Je suis le président passé d'EPIC. Les gens qui ont parlé aujourd'hui. Il faut parler directement dans le micro le plus proche possible pour l'équipe en ligne. Lorsqu'on devient président d'EPIC, il ne nous enseigne pas ces choses. Une des problématiques et un des mots qui continue de revenir de Tom et Judah et d'autres membres de CEPARA, comment c'est l'intérêt public. Je vais préface de ma question, comment est-ce que ça s'ajuste ou comment est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ont les licences qui sont réglementées par Caban? Et je vais rajouter le commentaire suivant. En tant que personne qui a été impliquée dans la profession depuis plus de 25 ans maintenant, et de reconnaître le travail que les licenciés ont fait dans les dernières années, il m'apparaît que le niveau d'implication et des volontaires de les licenciés en termes de prendre la défense d'une structure réglementaire pour les services IP au Canada, ne pas oublier que EPIC était en fait l'instigateur du processus pour créer un collège et reconnaître que les anciens systèmes étaient inadéquats dans une structure moderne. Et donc, ce n'est pas quelque chose que soudainement est arrivé sur la table en 2018 lorsque stratégie IP nationale a été créée. Et s'il y a une reconnaissance que tout ça qui est fait n'est pas en fait pour se servir, mais dans l'intérêt du public, alors les clients et les gens que nous éduquons et que nous servons et que nous formons et où nous passons des heures sans compter, est-ce qu'il n'apparaît pas raisonnable pour la réglementation de s'engager dans une conversation ouverte avec les licenciés et ses parties prenantes pour assurer que chaque personne est sur la même page en ce qui a trait à ce que ça veut dire d'être réglementé dans l'intérêt public? Je crois que c'est important qu'on n'a pas besoin de parler de l'intérêt public. Il y a de la place pour du chevauchement dans l'intérêt public. Et ce que ça veut dire en termes de quelle est la profession, l'intérêt et le droit du réglementaire. Et c'est un espace partagé. On était clair avec EPIC à partir de jour 1, lorsque je les ai rencontrés. Premièrement, ils étaient les premières parties prenantes à rencontrer. C'était la première chose. Parmi les choses qu'on a parlé, on m'a dit que l'intérêt public, je crois que le terme était de frotter les gens dans le mauvais sens du poil, malgré que ça n'inclut pas des agents, les agents de marque et de brevets. Soyons clairs ici, bien sûr, ça inclut les agents de brevets et de marque. C'est pour cette raison qu'on est ici. C'est pour cette raison qu'on est tous intéressés de faire les meilleures prises de décision. On est tous dédiés ici. Et donc, on s'est en avancé vers l'augmentation de consultation. Et en fait, on a lancé une consultation, une structure pour les domaines où un modèle de réglementation va consulter dans la plupart des domaines, mais sont clairs, comme j'ai dit dans le passé, pas sur les frais. Sur les frais, on va y arriver bientôt dans la réunion d'aujourd'hui, mais l'intérêt public exige la consultation. Et en fait, nous avons une consultation, un portail maintenant de consultation sur notre site web que nous avons lancé plus tôt cette année. La première consultation était sur un article d'intérêt public. On a reçu des commentaires et nous avons finalisé le tout. Et elle discute comment que nous voyons l'intérêt public. C'est été partagé via EPIC à ses membres et nous avons été complètement transparents dans la façon qu'on voit l'intérêt public.
Donc, je crois que c'est merveilleux que nous avons eu ces opportunités de partager cette information pour recevoir des commentaires de AP et les agents AP qui sont intéressés dans ce sujet. Et absolument, c'est un concept qui change dans le temps, mais nous avons en fait, en tant que premier au Canada, à ma connaissance, en fait, écrit ce que nous croyons être l'intérêt public et les réglementations qu'ils ont besoin. C'est un terme d'art qui est utilisé au travers de tous les domaines de profession réglementée. Nous sommes les premiers à mettre une politique en place qui explique notre pensée et qu'on partage de façon transparente et ouvertement consultée et ensuite finalisée. Donc, j'apprécie qu'il y a beaucoup plus de place pour un dialogue et de discussion et qu'on se plaît de voir qu'on a pu débuter et venir à terme avec ce que ça veut dire une réglementation de protection publique. Je dirais ceci, qu'il y a des domaines où la réglementation va comprendre et non nécessairement être en accord avec les recommandations de ceux qui sont réglementés. Les frais sont un bel exemple où plusieurs personnes vont dire « je ne veux pas payer ça ». Et c'est complètement compréhensible. Mais en tant que réglementation, on doit regarder d'autres facteurs aussi. Donc, bien sûr, ceux qui sont réglementés sont significativement des parties prenantes, mais ne sont pas les seules parties prenantes. Il y a eu des statutoires, des développements statutaires pour séparer quelques-uns des professions et les intérêts de la profession pour assurer que sur des régions clés où il peut y avoir divers points de vue, que tous les points de vue sont considérés et qu'il n'y a pas de ce que les experts considèrent des captures réglementaires où seulement ceux qui sont assujettis à la réglementation sont ceux qui poussent les décisions d'avant. Donc, nous prenons l'intérêt du public à cœur, nous regardons les professions, nous écoutons les professionnels et dans des domaines alentour de les professions, des standards et alentour de la coordination, des examens et l'expertise de les agents de brevets et de marques, mais c'est aussi d'intérêt public et c'est une lentille large qui regarde non seulement ceux qui sont réglementés, mais ceux que nous servons, qui est le public au large. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ici? L'idée du les bénévoles, ça en est une bonne et ça a sa place. Mais lorsqu'on parle de ce qui est devenu apparent de tout ce que j'ai parlé, des réglementations professionnelles, a démontré une chose, et c'est qu'il y a des problématiques réglementaires qui n'ont pas fait surface. Il y a des plaintes, il y a des compétences, des plaintes d'éthique et de compétences. Et ce n'est pas les genres de problématiques publiques qui peuvent être gérées par des volontaires. Les bénévoles, ils ont besoin d'être adjugés dans un système moderne et une approche moderne. Et la cabane n'est pas autoréglementée, c'est pas un cas autoréglementé. Il y a une différence, une grande différence en fait, mais c'est pas comme si cabane réinvente la roue ou réinventer la roue. Il y a des, des bonnes touches professionnelles dans la réglementation, ceux qu'on essaie de déployer, étant donné les ressources qui sont disponibles pour nous tous, étant donné la dépense excessive du pays, comment on peut gérer un petit nombre de professionnels. C'est un défi, mais on vous le donne. Certainement, c'est un défi. Mais c'en est une que nous avons acceptée et c'est une que nous allons entreprendre. Et il y a des gens qui n'aimeront pas ça, certainement. Mais ça va produire des résultats à long terme, des bonnes pour tout le monde. Donc, je ne vois pas d'autres questions ici. Il y a une autre question en ligne et on va avancer au prochain domaine. Oui, il y a une question sur les examens. Quand on va relâcher le contenu et la nature des examens, est-ce que EPIC sera là pour préparer le cours et les examens? Il y a des questions en ligne, mais nous avons une autre question, une table de questions qui va suivre les financiers. Merci, Dana. Bon, je ne parlerai pas pour EPIC. Je sais que EPIC, dans le passé, a fourni des informations, des préparations d'examens très utiles et je sais qu'ils probablement, ils attendaient pour voir les profils de compétences pour qu'ils puissent considérer les prochaines étapes qu'ils voudraient prendre en ce qui a trait à notre matériel. Nous sommes dans le processus de préparer le matériel et nous attendons que nous aurons les mises à jour dans quelques semaines. Donc, s'il vous plaît, restez branchés et nous allons pouvoir communiquer avec les C3 quand le moment viendra. Merci pour la question. Maintenant, je vais inviter
le CFO, Sean Walker, de venir se joindre à nous. Sean est un de nos partenaires à temps partiel qui nous aide au côté financier. Encore une fois, nous sommes une expérience fractionnelle C-suite. Merci, Judas. Première fois que je m'appelle outsource, mais jamais fractionnel. OK? Une somme des parties, oui. Donc, comme je l'ai dit, je suis Sean Walker, je suis directeur financier de Cabana. Et je vais présenter le résumé des résultats de l'audit financier de 2022. Et quelques petites notes. Le rapport sont disponibles sur Cabane et le site web et un extrait des résultats financiers est disponible dans le rapport annuel. Donc, le premier diapo ici, c'est un échéancier de la gouvernance. Depuis l'année passée, on est dans cette pièce à mai passé. Donc, Cabane a formé l'audit et qui a pris le contrôle du CA pour tout ce qui est financier, le risque. Et le comité a rencontré les auditeurs de la Grant Thornton pendant le processus d'audit pour 2022. Je suis heureux de dire que les résultats de l'audit et que l'avis de Grant Thornton, les États ont été présentés de manière équitable dans tous les aspects matériels, ce qui donne une option d'audit sans réserve. Rapidement, Cabana est une entité à but non lucratif de comptabilité et d'impôt sur le revenu. On n'est pas obligé d'en produire, donc on doit avoir un retour d'information avec l'ARC. Donc, un peu dans les informations financières, donc dans la position où la feuille équilibrée, l'état financier, ça démontre la santé financière de l'organisation à un moment donné dans le temps. Donc, au 31 décembre 2022, les actifs s'élevaient à plus de 535 000 et la majorité de ceux-là étaient cash avec cela représente une augmentation de 35 000 7 par rapport à 2021. Les dépenses prépayées du capital et des actifs, des ordinateurs pour le personnel. De l'autre côté, on a aussi des passifs, des gens qui ont aidé avec les programmes de compétences dans le développement de l'examen. Donc, la rémunération était encore vers la fin de l'année. Toutes les notes n'étaient pas finales. Et ensuite, la balance, quand on prend les actifs et on regarde les passifs, le terme net, le résultat net est le solde de l'actif net. Donc, c'est un petit peu l'argent qu'il reste lorsqu'on prend les actifs et qu'on paye les comptes payables, c'est la balance qui reste. Donc, ce total, c'est 305 000 à la fin de 2022, une augmentation de 60 000 par rapport à 2021 et représente le revenu net pour 2022. Donc, on va séparer ça dans les prochaines diapos. Donc, une note rapide, donc 305 qu'on a là comme étant l'opérationnel net. Ça, c'est le but d'avoir rajouté ça à la fin de l'année pour faire le pont entre les frais qui commencent à rentrer en mi-février pour savoir qu'on a assez de fonds dans la banque et assez d'actifs et de mesures financières pour continuer jusqu'à ce que cet argent rentre. Mais aussi, on doit faire vraiment attention. Le collège, les dépenses par mois varient entre 150 et 200 000 200 000 par mois, et donc à 305, c'est moins de 2 mois d'opération. Donc, les choses sont encore assez serrées. Nous avons de RBC, on a les prêts qui sont disponibles, mais on aimerait plutôt ne pas rentrer dans ce puits du tout si possible avant de commencer. Prochaine diapo. Donc, dans les opérations financières, encore une fois, comme Tom a dit plus tôt, 2022 a été la première année que le collège a eu une année d'opération complète en juin de 2021. Donc, quelques-uns des chiffres qu'on va parler ici, bien sûr, de l'attrition naturelle a augmenté au cours du temps. Donc, pour les revenus de 2022, on avait plus de 2,35 millions de dollars. L'année d'avant, c'était 2 millions. Et la majorité de ces dépenses, 85 à 90 de tous les revenus viennent des licences et les frais de licence qui étaient établis à 1 000 par agent en 2022 et 2021.
Et ensuite, on a dû ajuster pour les examens et les applications. Donc, sous les dépenses, on est manqué 2,3 millions de dollars, qui était encore une fois un peu plus de 1,4 en 2021. Bien sûr, tel que mentionné, pour 2022, c'était la première année pleine fiscale. On s'attendait à avoir beaucoup de domaines d'augmentation et les plus grands domaines étaient les faits saillants, les comités, les rémunérations et les coûts d'opération, les LOUDI, le comité d'audit, d'autres communautés de discipline, investigation et tout ça a été formé en 2022. Nous avons des dépenses là et des membres rémunération aussi. Donc, les salaires et les bienfaits en 2022 étaient la première année qu'on avait donc, on s'attendait à ces attentes. Des frais légaux, quand on a commencé, beaucoup du travail était autour d'établir les initiatives et le développement des stratégies et ça s'est déplacé vers les disciplines. Et on espère que, en tant que le mouvement réglementaire, la discipline va prendre le contrôle. Les frais professionnels tels que les ressources humaines, le recrutement, moi et mon équipe, communication et d'autres domaines aussi. L'administration, c'est là où c'était la première année en 2022. Ils ont monté, mais pas de façon significative en conjoncture avec l'année complète et les frais de traduction. Donc, tout ça nous amène à ce revenu où le surplus de 60 000 les recettes moins les dépenses est de 60 000 comme je l'ai indiqué précédemment. 2021 était vraiment l'année de rattrapage. La prochaine diapo parle des actifs neufs et de trésorerie. Donc, comme je l'ai dit, nous avions 305 000 en 2022. On a eu un surplus de 60 000 Nous avons eu un surplus budgété de 80 000 en 2022, mais nous sommes arrivés à 20 de moins avec le 60 Pourquoi je le mentionne? Parce que c'est la clé d'avoir ces réserves financières et ces ressources en place, en particulier pour la période de janvier et février. Et le dernier élément était la balance de notre trésorerie en 2022, qui était encore une clé pour faire de 455 000. Et il y a eu des frais qui sont rentrés à la mi-mars, mais en janvier, il y a eu des paiements aussi qui a fait en sorte qu'il y avait un influx des coûts. Donc, c'est tout pour 2022. Judah va parler du budget 2023 et au-delà. Oui, merci, John. Donc, ceci est l'AGM pour le 2022, mais nous voulions penser de façon prévisionnelle et d'être transparent par rapport à où nous en sommes. Vous savez, notre budget a été mis à disposition sur notre site Web avant qu'il soit adopté. Il a été adopté par le Conseil à la fin de l'année passée. Donc, les détails, le taillement, la ventilation du budget sont disponibles sur notre site Web. Le revenu budgétisé a été difficile à prévoir pour 2023. C'était basé sur les chiffres de 2022. Nous anticipions qu'il y ait de certaines réductions dans le nombre de personnes licenciées. Étant donné les nouvelles exigences réglementaires, ça faisait partie de la phase de progression et de croissance. Donc, nous espérons que ça sera compensé en partie par les frais de licence classe 3 et pour ceux qui passent à la classe 1. Mais nous avons également eu une contingence de 100 000 parce que nous savions que c'était pas clair du tout. C'est difficile à prévoir à ce moment-ci. Nous savions qu'il y avait une chance, et c'est le cas, que certains de nos étudiants de classe 3 attendent peut-être qu'ils décident d'écrire l'examen en 2024 avec les nouvelles compétences qui ont été publiées. Donc, ce n'est qu'une décision stratégique que certains d'entre eux pourraient décider de prendre. Donc, certaines personnes veulent avoir leur licence plus tôt également. Donc, c'est difficile pour nous de prévoir de façon entière les entrées d'argent et des frais basés sur cela. Donc, en 2023, nous sommes alignés sur le statu quo de certaines personnes détenteurs de licence. Nous avons une baisse dans nos revenus de licence car certains d'entre eux ont quitté la profession.
ils ont passé, vu que nous avons passé un environnement professionnalisé. Donc, du côté du revenu, nous travaillons toujours. L'autre partie, c'est que nous avons commencé avec un frais de 1 000 pour commencer le collège, donc une cotisation de 1 000. Ce n'était qu'un nombre qui avait été choisi pour le démarrage du collège et c'est pas pour soutenir les opérations à long terme. Mais le résultat, c'est que nous sommes un peu en retard en ce qui concerne le revenu. Donc, si on retourne sur le budget en soi, nous continuons d'investir et nous continuons de bâtir le cadre réglementaire. Nous n'avons pas passé encore à travers cette phase et nous devons continuer de bâtir les réserves opérationnelles et réglementaires également. Donc, c'est réglementation 101. Donc, on a besoin de ce fonds pour les temps durs parce que la tempête va passer. La question, c'est quand elle va passer. Quel que soit le modèle réglementaire qui est adopté ou le cadre réglementaire qui est adopté, tout le monde a besoin d'une réserve. Donc, malheureusement, cette année n'a pas de budget pour épargner pour une réserve. Donc, on est trop serré dans le budget. Donc, pour l'avenir, le budget 2023, comme vous le savez, les salaires et les avantages sont une augmentation notable parce que nous sommes à plein régime présentement au niveau de la dotation de personnel. Nous avons plus de population, donc il y a aussi un coût supplémentaire au niveau des disciplines. Mais il y a aussi des déclins que nous pensons ou des régressions des frais pour les frais de consultation de RH ou de ressources humaines. Donc, au départ, on avait plus de frais, mais maintenant, on a simplement besoin de faire un suivi pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Donc, pour 2024, nous sommes dans les débuts. Notre processus budgétaire habituellement commence durant l'été avec du travail stratégique précoce, ça passe à travers le conseil, les finances et le comité des finances et des risques. Il y a beaucoup de discussions à l'interne. Encore une fois, les réglementeurs professionnels ne consultent pas le budget. Ce n'est pas la façon qu'ils opèrent. C'est une initiative à l'interne opérationnelle. Ils vont ultimement voir le conseil pour une décision et ça, ce sera à l'automne. Mais nous savons que les nombres continueront d'être difficiles à estimer, mais nous avons quand même des coûts de gouvernance continuels. Nous nous attendons que nous aurons à embaucher au moins un autre membre du personnel l'année prochaine, étant donné la quantité de travail que le collège a entrepris et doit entreprendre. Nous nous attendons à une augmentation où nous devons être prêts pour une augmentation potentielle du nombre, pas seulement du nombre de plaintes, mais la complexité des plaintes que nous recevons. Et nous nous attendons à de grands volumes. Ce n'est pas un organisme de réglementation de grand volume, mais à chaque fois que nous avons une plainte, nous sommes exigés d'enquêter. Donc, nous devons être prêts pour cela et d'avoir le budget nécessaire. Nous sommes en train d'élaborer nos programmes également. Donc, nous devons investir dans notre personnel, nos systèmes de TI, donc toutes les parties de la sandwich qui font en sorte que le travail réglementaire continue d'avancer. Donc, à cause de tous ces facteurs, nous nous attendons que certains détenteurs de licences, des agents de marque de brevets pour qui ce n'était pas au centre de leur pratique ou que ça ne faisait pas partie de leur pratique à date, peut-être qu'ils vont décider de passer à un classe 4 inactif et on reconnaît cela. Donc, cette année, le budget était assez unique. L'année prochaine, ça continuera d'être un processus difficile, mais nous nous attendons qu'après ce point-là, les coûts généraux d'opération se stabiliseront et nous serons en mesure de faire des prévisions de budget sur de multiples années d'ici 2025. Et en retour, cela nous apportera de la stabilité et de la prévisibilité pour les détenteurs de licences. Donc, les frais seront en effet le 21 janvier de l'année prochaine et par la suite, ce sera un calcul basé sur l'inflation. Donc, ce sera un frais ou un coût prévisible, il sera relativement mineur à travers le temps. On ne devrait pas s'attendre qu'il y ait des augmentations significatives à l'avenir, comme ça a été le cas au début de 2024. Donc, voilà l'aperçu des frais et des coûts, et non seulement pour les finances de 2022, un peu de 2023, et ainsi que des indicateurs précoces de 2024. On ouvre la parole à vos questions.
est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus du processus décisionnel par rapport à où est-ce que vous désirez que la réserve se retrouve éventuellement? Parce qu'il y a des augmentations de 80 des coûts, c'est substantiel et j'aimerais savoir à quel point est-ce qu'on on se dépêche pour arriver à un niveau ou un nombre cible pour la réserve. Donc, quel est le but en termes de réévaluation de l'augmentation du coût? Est-ce que nous voulons un nombre spécifique pour la réserve? Et lorsque nous atteindrons ce nombre, nous verrons une diminution du coût par la suite? Fantastique. Merci pour votre question. Donc, ultimement, nous avons un processus de gouvernance où nous avons notre comité d'audit et de risque qui va mettre en œuvre les politiques pour cela, qui va établir les politiques pour cela. Donc, je ne peux pas parler en leur nom, mais ils vont ramener ça au conseil pour révision également. Donc, généralement, lorsque nous regardons une réserve, on regarde typiquement de 4 à 6 mois d'opération qui soient couvertes. Qui soit couvert. Donc, notre budget, donc ça, c'est juste mon opinion. Je ne suis pas allée voir le conseil ou quiconque déjà. Mais si on regarde les dépenses environ à 2,8 à 2,3 ou à 3 millions pour l'année passée, peut-être pour l'année prochaine, ce sera peut-être un peu moins que ça. Donc, tout qui sera au-delà de ça pourra aller dans la réserve. Donc, si on dit 2,8 millions, ça veut dire qu'on bâtirait une réserve d'opérationnel d'environ 1,4 million. Et au niveau de la discipline et du côté des pratiques non autorisées pour lesquelles on doit être préparé, des cas significatifs peuvent aller en haut de 500 000 En fait, lorsqu'il y avait des soumissions au gouvernement pour des procédures réglementaires à ce moment, en 2017, le nombre cité était de 600 000 Avec l'inflation, c'est plus de 700 000 en dollars de 2023. Donc, ces investigations complexes peuvent aller dans les 6 chiffres et possiblement dans les 7 chiffres. Donc, nous devons être préparés pour des cas de pratiques non autorisées de potentiel, comme le cas criminel au Québec. Nous avons également des cas réglementaires qui peuvent venir sur notre chemin. Donc, on doit être prêt. On doit être prêt pour avoir des réserves pour les 2 cas. Donc, si vous êtes potentiellement prêt, on regarde au-delà d'1 million, mais beaucoup plus bas que 2 millions de dollars. Donc, là, ce n'est que moi qui dis ça pour l'instant. Donc, il y a une autre question de politique ouverte. On se demande si nous devrions développer une réserve également pour que ce soit comme un fonds de compensation dans le cas où des agents voleraient les fonds des clients. Donc, c'est un cas que l'assurance ne couvre pas. Il y a certains organismes réglementaires, incluant un réglementaire à Wells qui opère un fonds de ce genre. Nous ne prenons pas encore de décision là-dessus. C'est quelque chose que nous ferons en consultation avec le public et la profession. Mais si nous établirions une réserve de cette envergure, nous demanderions une consultation. Donc, dans la prochaine année, pour le retour sur notre pratique, nous aurons une meilleure position pour être en mesure de dire à la profession que si nous ne devons pas utiliser la réserve et si nous continuons à ce niveau, à quel point nous allons atteindre la cible de la réserve. Et dans le meilleur scénario, peut-être qu'il y aurait même une réduction du coût si on n'est pas obligé d'utiliser la réserve dans quelques années. Donc, pour l'instant, c'est très fluide, mais c'est le point de départ de où nous en sommes présentement. OK, comme question de suivi, bien sûr, la prévision implique beaucoup de tolérance au risque, l'évaluation des risques. Pouvez-vous nous donner une orientation à quel point le processus de décision est agressif ou conservateur, à la vue de tous ces renforcements et les réserves? Donc, bien sûr, vous pourriez augmenter les coûts beaucoup plus rapidement pour arriver à la réserve plus rapidement. Donc, est-ce qu'il y a un processus décisionnel par rapport à ce nombre spécifique? Et où est-ce que ça se situe sur l'échelle, si c'est une mesure agressive ou une mesure plutôt conservatrice? Donc, nous essayons de trouver une bonne réponse. Donc, les personnes raisonnables vont différer. Donc, on ne peut aller qu'à un certain point au-delà ou en deçà de notre objectif. Donc, ça pourrait même aller plus haut. Donc, ce que nous avons fait, nous avons évalué le coût
attendu des cas significatifs et nous avons aussi comparé avec d'autres organismes réglementaires et nous avons pensé, OK, nous sommes à risque présentement. Si nous avons un cas majeur demain matin et qu'on doit réagir, nous devons utiliser notre ligne de crédit parce que ce n'est pas une bonne situation. On devra payer des intérêts. Le taux d'intérêt a augmenté depuis que nous avons commencé. Et nous ne voulons pas utiliser le budget de l'année prochaine pour desservir cette dette. Donc, nous voulons bâtir cette réserve, je ne dirais pas le plus vite possible parce que ce n'est pas ce que nous faisons, mais nous voulons être le plus prudent ou le plus prévoyant possible. Donc, si tout le monde revenait l'année prochaine, et si tout le monde qui a actuellement une licence revient, il est possible que nous pourrions avoir environ 1 million de dollars. Et encore une fois, si nous avions jusqu'à 1 million de dollars qui pourraient être investis dans la réserve, nous pourrions nous atteindre ce but plus rapidement. Mais notre attente, c'est que ce ne sera pas le cas. Donc, nous essayons juste de trouver quelque chose qui va nous amener dans la bonne direction pour que nous n'ayons pas à utiliser notre ligne de crédit à moins que ce soit de dernier recours, parce que cela coûtera beaucoup plus à nos détenteurs de licences à long terme si nous payons de la dette plutôt que d'offrir des services. Pour être juste, pour les gens en ligne, on peut alterner en ligne et en personne. Y aurait-il une possibilité d'étendre cette augmentation sur plusieurs années plutôt que de le faire dans une année? Oui, c'est une bonne considération qui a été donnée par le CA et par mon personnel. On regardait voir si on pouvait l'étendre un peu plus. 1200 la première année, 1300, 14, 15 est monté et on a fait des chiffres et on ne croyait pas que c'était sécure, on ne croyait pas que c'était la bonne touche qui pourrait nous préparer au cas où le travail significatif qui avait besoin d'être fait ou qui aurait besoin éventuellement d'être fait alentour de l'investigation ou des pratiques, on ne pouvait pas construire assez vite avec l'approche en couche. Donc, on a pris la position que c'est mieux de le faire maintenant idéalement, de pouvoir retourner à différents niveaux, mais on ne sait pas exactement. On sait que c'est alentour du frais qui était donné notre modèle qu'on a trouvé qui pourrait nous mettre sur une base solide à long terme. Je crois que c'est important que tout le monde comprenne. C'est pour cette raison que j'ai passé du temps à parler de la qualification des membres du comité. C'était une décision. Les frais auraient pu être beaucoup plus élevés, on aurait pu être beaucoup plus bas aussi. Par contre, le jugement collectif, la perspective de ceux qui siègent sur le comité, c'est que c'était la bonne position. Et je sais que ça ne rend pas beaucoup de gens très heureux. Je ne serais pas heureux non plus. Mais c'est un exercice de jugement, étant donné tous les intérêts en compétition, les objectifs qu'on doit essayer d'équilibrer ici. D'un côté, on ne veut pas mettre trop de fardeau sur un petit groupe professionnel. De l'autre côté, on a été donné des mandats statutoires par le gouvernement du Canada dans l'acte et on ne peut pas l'ignorer. On doit l'entreprendre et ça exige l'exercice de jugement et c'est ce qui a été fait. Ma question, avec l'adoption de ces nouvelles lois et d'autres communications additionnelles et l'établissement de ces nouvelles procédures, est-ce que vous cherchez à avoir plus de consultations de licences avant 2024 et la planification de 2024 pour mieux vérifier combien de gens vont changer entre les classes de licence qui peut en fait être prêt pour 2024? C'est une très bonne question. C'est quelque chose qu'on peut considérer certainement. Ça serait très utile et on en a parlé potentiellement de servir une des façons, des choses pour l'automne, c'est qu'on est en discussion avec les assureurs on est bien conscient qu'il y a la problématique pour des loyers, des avocats qui travaillent aussi comme des agents de brevets où il y a significativement un chevauchement de couverture d'assurance entre ce qui est exigé par Cabane et par les programmes désignés par la loi. Et ils ne sont pas
en parallèle. Et donc, il y a des petites différences de couverture et nous sommes en discussion avec les groupes alentour de et s'il peut y avoir des changements. Je ne promets rien. Donc, c'est à l'extérieur de notre, euh, notre droit pour voir s'il y a des changements. Mais pour ceux qui sont sur la clôture, c'est oui, avoir des agents qui vont avoir des coûts supplémentaires. Il pourrait en avoir une, deux et possiblement en avoir une et un programme va décider sur son programme d'ici l'été. Donc, nous aurons au moins cette compréhension aussi. Ça pourrait aider à influencer la décision où on peut ensuite se tourner vers la profession en soi. Prochain en ligne. Oui, il y a une question sur pratiquer les avocats pratiquants qui ont des sociétés d'organisation. Y a-t-il des classes à un taux réduit? Donc, la réponse est non. Le CA, le comité, ont tous voient un agent comme un agent comme un agent. Il n'y a pas, peu importe comment vous êtes rentré. Il y a ceux qui sont réglementés en tant qu'avocats, qui sont aussi réglementés en tant qu'agents de brevet et il y a des domaines exclusifs de pratique où vous avez besoin d'être un agent de brevet, un agent de marque, et c'est là où exclusivement on va les réglementer. Nous savons aussi qu'il y a des ingénieurs et d'autres professions qui sont aussi assujettis à des réglementations professionnelles. Ça devient difficile d'essayer d'ajuster le côté réglementaire. Le bassin a créé des différentes classes basées sur quelle réglementation dont vous faites partie. Et en parlant de ça, on sait qu'on est les nouveaux gars dans le coin, mais si on était les nouveaux réglementations, on doute que les autres pourraient regarder des réductions de frais simplement parce que quelqu'un était réglementé par Cabane. Donc, on ne sait pas comment que ce serait viable et juste pour ceux ultimement qui sont tous donnés les mêmes droits et les mêmes financements au travers de Cabane. Un commentaire plutôt qu'une question, mais j'entends et la transparence, c'est bon, mais je ne comprends pas pourquoi les frais, les lois ont besoin d'être divorcés de cette approche. Je comprends ultimement que vous allez prendre les décisions, mais je crois que c'est un privilège de pouvoir réglementer cette profession qui ont pris la défense d'une forme de réglementation et je ne comprends pas la séparation entre la consultation. Pour moi, c'est comme la preuve est là. Tout le monde a le sentiment d'être surpris et c'est plus indicatif de ce manque d'ouverture, possiblement de transparence dans laquelle vous voulez vous engager et promouvoir. Parce que oui, vous devez réglementer pour l'intérêt public, oui. Vous avez fait parler du chevauchement, oui, je comprends. Et vous voulez avoir la confiance et apparaître crédible et la confiance des membres que vous allez réglementer. Mais le manque de consultation et de discussion, du moins l'explication à un auditoire bien analytique, c'est vraiment étonnant. Bon, je ne suis pas sûr quelle impression, idée ou prévision que ceux dans la profession qui ont pris la défense pour la réglementation professionnelle, à quel prix, à quel point le prix qui était un prix acceptable pour un montant par année. Les gens qui ont pris la défense de la réglementation et qu'est-ce qui s'attendait que ça allait coûter. Je crois que ça devrait être apparent par tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, tout ce que vous avez vu et entendu, et dans le rapport, que nous roulons euh, un budget très serré. Je ne suis pas sûr, je ne peux pas penser à tout autre groupe régimentaire qui consulte comment et combien il devrait charger pour les réglementations professionnelles. Est-ce que tu peux m'en nommer une, en fait, qui consulte à ce sujet? Bon, je serais intéressé à le savoir, moi aussi. Et je ne veux pas être j'ai de la sympathie, bien sûr, pour le fait qu'il y a eu
une augmentation significative dans le montant qui est exigé pour devenir un professionnel IP réglementé. Par contre, je suis un peu, en fait, frustré par le fait de la suggestion que les réglementaires devraient consulter ceux qui vont réglementer sur combien le coût de réglementation devrait être. Gardez en tête que nous sommes ceux qui sommes responsables pour avancer le mandat que le gouvernement nous a donné. Je crois que tout le monde a besoin de garder en tête que nous devons faire ces choses et nous devons trouver une façon de s'y prendre de façon qui a du bon sens pour tout le monde. Et comme j'ai dit, ça exige l'exercice de jugement et c'est exercé par ceux qui ont été appointés à agir de façon indépendante dans l'intérêt public, de garder en tête que nous sommes en train de réglementer un petit nombre de professionnels relativement parlant, mais je demande à tout le monde de garder en tête que nous sommes tous dans le même bateau et qu'on essaie tous de grandir dans la même direction. On veut avoir un professionnel IP où les standards sont transparents et en faisant cela, que tout le monde va lever en même temps. C'est l'expérience de chaque professionnel qui devient réglementé. La profession, la qualité augmente et les revenus augmentent et le nombre dans la profession augmente et nous espérons que ça sera la conséquence naturelle d'une bonne réglementation professionnelle. Je vois des gens qui hochent la tête et c'est correct aussi. Il y a des gens qui seront en désaccord. Bon, ça dépend de quelle façon ils hochent la tête. Oui, bon, il y a des gens qui sont clairement, qui n'achètent pas, n'acceptent pas ce que je dis, mais c'est correct. Je crois que c'est bien, en fait. En tant que professionnel, en tant que quelqu'un qui est impliqué dans la réglementation professionnelle depuis des décennies maintenant, le fait que les gens n'aiment pas ce que je fais en tant que réglementaire, c'est pas un mauvais signe. C'est un signe que possiblement on fait quelque chose de correct. Nous avons une organisation qui est bien serrée financièrement. On n'a même pas des locations de locaux. On réglemente une profession qui n'est pas très large. Partie de cela aujourd'hui, c'est le processus d'éducation de vous à nous. Et ce que je dis, c'est réciproque aussi, c'est l'éducation des membres. Bon, possiblement que je peux embarquer ici, mais on a reçu plusieurs soumissions après l'annonce et aucune d'elles était nouvelle. La vérité sur les frais, les réglementeurs ne consultent pas et prennent plus de temps pour arriver à une décision sur les frais parce qu'ils savent, nous savons. Et il y a des gens dans le comité qui sont de la profession. Nous avons des comptables qui savent de leurs clients que les coûts augmentent. C'est jamais bien reçu. Nous avons des professionnels qui travaillent sur ça constamment, qui personne ne veut lever les frais. Bon, c'est une question du montant. Et le montant a été établi utilisant l'expertise du comité. Et ça, en fait, c'est dans la juridiction du comité. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, des gens possiblement sont offensés qu'on n'a pas consulté sur les frais, mais c'est une pratique industrielle sur les réglementations professionnelles. Donc, c'est possiblement une nouvelle partie qui n'était pas comprise de long en large et les gens possiblement ne sont pas en accord avec cette approche, possiblement qu'ils n'aiment pas cette approche, mais c'était l'approche que le comité a adoptée et qui, ultimement, plus tôt, on a décidé d'être transparent autant que c'était possible sur pourquoi qu'on augmente les frais et de donner autant d'informations que possible. Donc, ça rentre en effet en janvier et les frais sont dus par le 31 mars. Et on a dit aux gens aussitôt qu'on le pouvait en avril sur quelque chose qui était des mois en préparation. Et donc, je comprends que les gens voulaient être consultés au tout début. Ce n'était pas la direction qui était prise. Ce n'est pas comment que les réglementeurs préparent des frais. Ce n'est pas comme le public s'attend. Je ne crois pas qu'il y ait un changement dans cette direction. Nous allons consulter avec les professionnels dans les domaines alentour des standards, alentour des examens, alentour des éthiques professionnelles, alentour de tout ça. Donc, on continue à construire. Les frais, ce n'est pas un domaine qu'on va consulter. Et ça fait partie du dialogue. Tout le monde qui comprend leur domaine, leur rôle de la profession, le réglementaire officiel. Donc, est-ce qu'on a consulté sur les frais? Non. Est-ce qu'on était transparent pour les frais? Oui.
Est-ce qu'on va continuer à partager en temps réel? En temps réel, au fur et à mesure qu'on grandit? Absolument. Suivi? Non, je veux terminer en disant que les frais, bon, c'est très près de notre cœur et évidemment, c'est dur à maintenir. Regardez les dernières augmentations dans les périodes de temps qui causent d'être surpris. Il y avait ce sentiment, on le sait, que le manque de coopération, si on veut, et j'entends ce que vous dites. Bon, je ne suis pas en train de mettre le défi de la juridiction, mais je suggère que l'ouverture, c'est quelque chose que vous voulez construire et pas glisser dans autre chose. Non seulement qu'on a besoin des volontaires de cette communautaire, mais on veut avoir ces bénévoles. C'est puissant comme communauté de bénévoles qui veut travailler avec vous et de ne pas créer des divisions. Et je suis d'accord avec toi à 100 %. Et on continue d'avoir des bénévoles fantastiques. Je ne dirais pas seulement des bénévoles, nous faisons des relations parce que nous donnons de la valeur au travail et le travail professionnel. Et un organisme réglementaire qui fait ça de façon professionnelle, ce n'est pas mes bénévoles, mais nous avons activé un intérêt dans la profession qui a aidé à avoir ce mandat. Et depuis que nous avons annoncé la hausse des coûts, ceci n'a pas changé le niveau de l'implication professionnelle. Nous avons eu des appels pour plus de données. Nous avons des appels pour que les gens se fassent entendre et se tiennent debout. Donc, je crois que nous travaillons ensemble et nous allons continuer de consulter, de travailler de façon régulière avec les détenteurs de licences, mais simplement pas sur le sujet des coûts ou des frais. Donc, je crois que maintenant, on a dépassé d'une demi-heure déjà. On va prendre qu'une dernière question en ligne et ensuite, nous devrons conclure. Pour ceux qui sont présents et qui désirent toujours discuter et faire un débat avec nous par rapport à ce que nous faisons ou à quel point nous le faisons mal ou peut-être à quel point nous le faisons bien, alors s'il vous plaît, restez pour la réception qui suivra. Une réception qui n'est vraiment pas coûteuse. Donc, la question, à la lumière de tout le travail que nous faisons au niveau de l'éducation sur l'éthique et la compétence professionnelle et que dans les dernières années, il n'y avait pas eu d'enjeux remarquables dans la profession. Alors, pourquoi est-ce que nous allons avoir une tempête d'enjeux ou de plaintes qui s'en viennent? Donc, nous avons vu la réglementation professionnelle dans différents contextes. Et la raison pour laquelle il n'y avait pas de plainte auparavant, c'est qu'il n'y avait pas de système ou de mécanisme de plainte qui était complètement transparent d'un organisme de réglementation indépendant. Donc, on espérait de ne pas avoir trop de questions par rapport aux agents, mais nous les voyons. Donc, la seule raison que nous pensons que nous devons y faire face, c'est parce que nous les recevons. Donc, je ne peux pas en donner de détails, mais ils suivent quelles sont nos attentes par rapport aux services clients, par rapport aux pratiques qui ne sont pas nécessairement. Donc, ce sont les plaintes, pour être clair. Ce sont les plaintes que des praticiens ne répondent pas aux clients, ne font pas de suivi des instructions des clients. Peut-être qu'ils font des erreurs administratives et ce genre de choses. Donc, on sait qu'on s'attend à recevoir des plaintes car nous les voyons déjà. Et nous savons également de d'autres professions qui ont été professionnalisées. C'est là que les plaintes envers leurs membres ont commencé à venir à la lumière à travers le système ou le mécanisme de plainte. Donc, on ne peut pas les prévoir. Il pourrait y avoir quelques pommes pourrites et nous devrons y répondre. Nous ne le savons pas. Nous le savons tout simplement pas. Donc, nous devons nous préparer pour cette possibilité. Mais nous savons également que c'est très probable, étant donné que ce soit une profession qui est fière de son éducation continue et qui est une experte extrême et qui est vigilante à l'extrême et qui est extrêmement connectée par rapport à la responsabilité collective pour l'éducation et la mise en place des normes qui nous amène à cet organisme de réglementation. Nous espérons qu'il n'y aura pas plusieurs cas, mais ça ne prend qu'un seul mauvais cas et c'est le problème auquel fait face tout organisme réglementaire. Et donc, c'est la règle de 80-20 80 ne feront jamais affaire à nous, peut-être plus, mais il y a le 20 au niveau des prix, des frais, etc. Donc, c'est une longue réponse pour vous dire que nous ne savons pas encore, car nous n'avons pas assez de temps
Ça fait pas assez longtemps qu'on roule, mais nous avons reçu des plaintes. Il y avait certaines personnes qui ont passé par la discipline. On ne sait pas si ce n'est que le début ou si ça fait partie du travail qui s'en vient. OK, maintenant, en tant que président sortant, j'aimerais faire une dernière remarque de conclusion et j'espère que je vais pouvoir terminer mon mandat en tant que président et de terminer cette rencontre sur une bonne note. Et la voici, c'est la suivante. Il y a quelques années, le gouvernement du Canada a été persuadé par les représentations de Vivek et d'autres professionnels de protection intellectuelle que la réglementation des professions de pays serait une bonne chose. Et le gouvernement a été persuadé que la réglementation des professions de le pays serait dans le meilleur intérêt de l'économie du Canada et pour faire bâtir l'économie des innovations du Canada en particulier. Il a donné sa confiance à Cabane ou au collège avec un grand mandat parce qu'il partage notre croyance collective. Nous croyons tous, incluant le gouvernement du Canada, que la réglementation de la profession des marques de commerce et des marques va créer une profession plus robuste, des professions plus robustes et que ceci fera augmenter la confiance du public et avoir accès à des professionnels de pays et au service des professionnels de pays. Ceci créera un cycle virtuel où tous les votes seront mis de l'avant et le secteur de la pays du Canada et son économie, ultimement, en bénéficiera. Donc, je crois que nous devons garder et maintenir cette vision en tête au fur et à mesure que nous naviguons à travers les changements et les perturbations inévitables qui se produiront et qui continueront de se produire dans les années où nous continuerons à transitionner vers un secteur pays réglementé. Donc, merci beaucoup d'être venu. J'espère que nous pourrons poursuivre nos conversations à la réception suivant cette rencontre. Merci beaucoup. Miigwech.